Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Janvier 2024, bonne année à toutes et à tous. Les Paléo News de cette année commencent fort bien puisque Mazan, le célèbre dessinateur de bande dessinée qui a couvert les fouilles d'Anjac dans son petit carnet paléo, ainsi que dans ses livres très connus, là, les Mimos, nous sort une nouvelle bande dessinée sur les dinosaures qui s'intitule Les dinosaures du paradis. Nous avons fait une interview de Mazan qui est normalement sortie la semaine dernière au moment où je publie cette vidéo, donc si vous souhaitez en savoir plus à propos des dinosaures du paradis, allez la voir, et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien procurez-la vous, puisqu'elle est sortie, elle est publiée, ça y est, et c'est un excellent livre. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander des recommandations de lecture pour des débutants total, et bien voilà, c'est ça, la recommandation de lecture que je vous donne pour les débutants. Ce livre est extrêmement bien fait, il est extrêmement bien dessiné, il est très intéressant, il est très pédagogique aussi dans son approche des dinosaures, et surtout c'est un récit d'aventure, et ça rend la chose encore mieux. C'est les aventures de Mazan dans le petit monde de la paléontologie, donc c'est vraiment un livre très intéressant que je vous recommande chaudement. On reste dans les dinosaures avec cette nouvelle qui en a fait frémir plus d'un, qui a suscité beaucoup d'émotions. Les Africains auraient été les premiers à avoir découvert les dinosaures bien avant les Occidentaux. Alors, derrière ce titre racoleur, il se cache une vérité, et la vérité, c'est que c'est totalement moi qui suis responsable de ce titre racoleur. Alors, je n'ai pas écrit cet article-là, c'est Valentine Poignon de Ça m'intéresse qui l'a écrit. Par contre, ce titre est largement inspiré de l'article que j'ai écrit à la base dans The Conversation. Vous voyez, c'est ma trogne, ici. C'est moi qui ai écrit « Les Africains ont découvert », enfin en anglais du coup, les dinosaures, bien avant que le mot paléontologie ne soit inventé. Donc c'est un article qui est sorti dans The Conversation, et qui est lui-même inspiré d'un article que moi-même et mes collègues avons récemment publié dans la revue, dans un volume spécial de la revue de la Geological Society of London sur les Geo-Heritage, donc sur le patrimoine géologique. Donc c'est un article qui s'intitule les connaissances indigènes de la paléontologie en Afrique et qui résume en fait l'histoire de la paléontologie, mais d'un point de vue africain. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire de la paléontologie, comme certains se sont indignés en lisant juste le titre de l'article de vulgarisation scientifique, sans aller lire l'article de vulgarisation, et encore moins en allant lire l'article scientifique original. Il faut arrêter d'analyser les nouvelles juste au titre. Alors évidemment, je suis complètement coupable de ce titre racoleur, mais c'est juste un titre racoleur comme tous les titres racoleurs de tous les articles de vulgarisation scientifique. Vous devriez être formé maintenant, vous devriez le savoir. Donc, allez lisez au moins l'article, parce que on avait déjà pris plein de précautions dans l'article pour dire, alors oui, les Africains ont effectivement découvert le premier os, ou en tout cas, le site archéologique de Bolakla, au Lesotho, nous a donné un os de dinosaure qui a été transporté par des populations locales jusque dans une grotte, jusque dans un site archéologique, donc c'est la découverte du premier os de dinosaure. On le dit bien qu'évidemment on ne sait pas comment ils l'ont interprété, on ne sait même pas s'il a été interprété tout court, ça on le dit très bien dans l'article de vulgarisation scientifique, et on dit aussi que la datation donne un âge entre 1100 et 1800. Donc avant 1800 et après 1100 après Jésus-Christ. Donc avant 1800, ça veut dire avant les découvertes de Mantel et de Buckland, donc avant le Mégalosaurus et l'Iguanodon découverts par les Britanniques. C'est évidemment bien avant Richard Owen qui a nommé les dinosaures en 1842, qui a inventé le mot dinosaure. Mais c'est pas forcément avant Robert Plot. Robert Plot qui avait été le premier à décrire un os de Mégalosaurus dans les années 1600. Donc il y a des fortes chances que cet os ait été trouvé avant celui de Robert Plot. Il y a des fortes chances que son interprétation du fossile ait pas été, enfin que l'interprétation du fossile faite par les populations du Lesotho ait été plus bête que celle faite par Robert Plot à l'époque. Bon, ça on n'en sait rien. Mais voilà, il y avait déjà suffisamment de précautions qui étaient prises dans le corps de l'article publié dans les médias mainstream pour normalement ne pas s'indigner. Bon il y a quand même des gens qui se sont indignés, mais il faut toujours lire les articles avant de s'indigner. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle l'effet peau de chagrin, c'est-à-dire que l'article vous annonce un truc de fou,
Et ensuite, ça se réduit comme l'indignation se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure qu'on découvre toutes les précautions qu'il faut prendre avant d'atteindre cette conclusion qui est exposée dans le titre. Donc faut faire très attention à ça, et puis comme je suis un maître troll, j'aime bien troller comme ça. 10 ans sur YouTube, ça vous apprend la vie. Plus de 10 ans maintenant. Mais bref. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet article sur la paléontologie indigène, l'histoire de la paléontologie indigène? Il y a 2,8 millions d'années de découverte de fossiles en Afrique. Et ça, quand même, c'est pas rien. Le premier fossile découvert en Afrique par quelque chose qui aurait pu s'identifier soi-même comme un être humain, c'est celui-là. Ça s'appelle le galet de Makapansrat, j'avais déjà fait une vidéo dessus. C'est un galet qui est très intéressant parce que il a été transporté jusque dans une grotte. On le sait parce que cette roche là, on ne la trouve pas naturellement dans cette grotte, donc c'est pas quelque chose qui a fini par accident. C'est un galet de rivière. Vous voyez bien qu'il est érodé comme un galet qu'on a trouvé dans une rivière, il est tout arrondi. Donc c'est pas un galet qu'on trouve normalement dans une grotte, mais il a été retrouvé dans une grotte, dans des couches qui datent de 2,8 millions d'années, donc il a possiblement été transporté par Australopithecus ou Homo habilis. Et ce galet, bon déjà il a une tronche, il a une tête, et ça fait réfléchir beaucoup les paléoanthropologues sur pourquoi est-ce que Australopithecus ou Homo habilis transporterait un galet qui a un visage, une pareidolie de visage? Est-ce que ça veut dire neurone miroir? Est-ce que ça veut dire un niveau de cognition différente de leurs ancêtres? Voilà. Bon, il y a ça, mais il y a surtout le fait que ce galet, il est fait en Banded Iron Formation, c'est du fer rubané. Et le fer rubané, c'est un fossile. C'est en réalité une trace fossile, puisque le fer rubané, c'est le produit de la corrosion du fer dans les océans à cause de l'activité photosynthétique. C'est l'oxydation du fer à cause de l'oxygène produit par les cyanobactéries qui s'est précipité dans les océans. Donc ces fers rubanés sont issus de l'activité des cyanobactéries. Ces fers rubanés sont par définition des fossiles, en tout cas des traces fossiles. Donc avoir transporté ce galet dans la grotte de Makapansrat en Afrique du Sud il y a 2,8 millions d'années, en faisant cela, les Australopithèques ou Homo habilis ont transporté, ou en tout cas ce galet constitue la première preuve d'intérêt pour un truc qu'on appelle aujourd'hui un fossile. Et ça, c'est quand même de ouf. Ça, c'est le premier fossile ramassé par Homo sapiens. Ça ressemble à une pine, mais c'est pas une pine, c'est un orthocère. Donc pareil, on l'a retrouvé dans une grotte, alors cette fois au Maroc, c'est ce qu'indiquent ces petites cartes. On l'a retrouvé dans une grotte au Maroc, il n'y a pas d'orthocère dans la roche qui constitue la grotte, donc on sait qu'il a été transporté. Et ça a été transporté par Homo sapiens il y a 300 000 ans, c'est-à-dire par les tout premiers Homo sapiens. Vraiment les tout premiers. 300 000 ans, on n'a pas d'Homo sapiens plus vieux que ça. Et comme ça, on parcourt les centaines de milliers d'années, les milliers d'années qui constituent l'histoire des sciences, l'histoire de l'intérêt pour les fossiles en Afrique. Intérêt pour les fossiles qui passe par beaucoup de médiums. Vous voyez, on a des objets qui ont été transportés, on a des objets qui ont été gravés et peints sur la roche. Donc vous voyez ces fossiles de l'Édiacarien ici qui ont été représentés sur des plaques, et on sait que c'est les mêmes parce qu'ils sont trouvés au même endroit. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que vous avez vraiment ces fossiles qui s'appellent des Ernietta, et vous avez ces dessins juste à côté. Donc je veux dire, il y a quasiment aucun doute que ces fossiles, que ces images sont des images des fossiles d'Ernietta qu'on trouve juste à côté. Donc de l'Édiacarien, 800 millions d'années. Alors évidemment, les êtres humains ne les ont pas vus vivants, ils ont découvert ces trucs-là sous forme de fossiles. On a des peintures rupestres qui représentent des lycopodes, et évidemment, l'un des cas les plus connus et les plus fameux, ce sont ces empreintes de pas de dinosaures qui ont été peints par les Bushmen, à peu près à la même époque où Richard Owen faisait ses reconstitutions du Crystal Palace. Je dis à peu près parce qu'évidemment, c'est très difficile de dater les peintures, surtout s'il n'y a pas de charbon dans les peintures, c'est extrêmement difficile de les dater, mais c'est à peu près à la même époque où Richard Owen faisait ses reconstitutions du Crystal Palace, donc ces gros dinosaures massifs, lourds à quatre pattes. Eh bien vous aviez les Bushmen qui, en se basant sur les empreintes de pas de dinosaures ici, reconstituaient les faiseurs d'empreintes, les faiseurs d'empreintes qui, pour eux, ils les appelaient certainement pas des dinosaures, mais par définition, un truc qui a fait des empreintes de pas de dinosaures, c'est un dinosaure, donc ils reconstituaient les faiseurs d'empreintes comme des animaux ressemblant à des oiseaux. Et comme c'est des empreintes de dinosaures, comme c'est des empreintes de théropodes en l'occurrence, cette reconstitution est quand même vachement meilleure,
vachement plus... c'est quand même une façon de se représenter les dinosaures qui est vachement plus moderne que l'espèce de mégalosaurus gros, lourd, ballot et avec la queue qui traîne au sol et ses grosses pattes, il marchait à quatre pattes, tel que Richard Owen l'imaginait. Donc on avait les Bushmen qui avaient atteint quand même un niveau de compréhension des dinosaures qui était supérieur aux contemporains britanniques. Et ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et c'est pas une réécriture, encore une fois, c'est pas juste une réécriture de l'histoire, c'est juste porter son regard sur un autre endroit de la planète avec une autre grille d'interprétation. C'est tout. Il ne s'agit pas de retirer le mérite des Britanniques, il s'agit en réalité de juste redonner du mérite là où on oublie d'en donner. C'est tout, hein. C'est tout en réalité. Et ce n'est pas que les dinosaures, hein, évidemment, je vous ai parlé des lycopodes, je vous ai parlé de l'Édéacariens. Les Africains, évidemment, enfin les Sud-Africains, les Zoulous en particulier, avaient découvert aussi des os du Karoo. Donc les fameux Lystrosaurus, on sait qu'ils ont découvert des Lystrosaurus parce que cette colline ici s'appelle Tambokasi, qui en zoulou veut dire la colline des ossements, et cette colline effectivement est couverte d'ossements de Lystrosaurus. Et évidemment, vous allez me dire, dans le Karoo, il y a des Lystrosaurus partout. Oui, mais pas dans le KwaZulu-Natal. Enfin, en tout cas, pas dans le territoire des Zoulous. Dans le territoire des Zoulous, c'est la jungle. C'est un territoire qui est extrêmement, qui est très humide, qui est très chaud, qui est couvert donc de forêts très épaisses. C'est pas la jungle non plus, j'exagère. Mais c'est un territoire qui est naturellement couvert de forêts très épaisses. Et en réalité, Tambokasi, c'est vraiment une colline qui, quand vous regardez le paysage alentour, est assez unique du fait qu'elle est dénudée. Vous voyez qu'elle est quand même qu'elle est très, il y a beaucoup d'affleurements, quoi. Donc c'est une colline qui, dans le paysage, a vraiment, sort du lot, quoi. Donc c'est pas juste, ils trouvaient des os partout, il y a une colline qui par hasard s'appelle Tambokasi, mais en réalité ça veut rien dire. Non, cette colline, elle a vraiment quelque chose de spécial. Quand vous regardez le paysage alentour, c'est la seule colline qui est dénudée, et ils l'ont appelée Tambokasi, parce qu'elle avait tous ces fossiles dessus, tous ces fossiles de Lystrosaurus. Donc tout ça, et évidemment le fait que cette colline porte un nom, les noms, généralement, les toponymes, c'est des choses qui sont très anciennes. Donc encore une fois, on peut pas dater jusqu'à quand ça remonte, Tambokasi, le nom Tambokasi, mais les toponymes comme ça, c'est des choses qui remontent à très 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 loin. On suppose que ça a au moins plusieurs siècles. Donc voilà, c'est ça, la vérité derrière ce titre putaclic dont je suis 100% responsable. Ceci étant dit, dans mon titre putaclic à moi, j'avais évité d'antagoniser les Britanniques, j'avais spécifiquement dit à l'éditeur, n'antagonisez pas les Britanniques, parce que je savais que ça allait créer du drama, et effectivement, c'était pas ce que je voulais faire, en fait, mais il y a beaucoup de gens qui ont repris l'article en changeant le titre et en antagonisant les Britanniques, mais je trouvais pas ça intéressant, en réalité, d'antagoniser les Britanniques. Moi, je voulais, encore une fois, il y a réécrire l'histoire et changer le point de vue. Moi, je veux changer le point de vue, je veux pas antagoniser les Britanniques. Bref. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller lire cet article qui, en plus, donne des munitions gratos contre les créationnistes qui n'arrêtent pas de répéter pourquoi les gens ils ont pas découvert de dinosaures avant que Richard Owen il invente le mot dinosaure, c'est quand même bas. Voilà, vous avez déjà entendu ça, hein, au moins sur Débunkages et Pénitence, les gens qui disent ah bah oui, comme par hasard on n'a jamais découvert de dinosaures avant d'inventer le mot dinosaure. Bah si. Voilà. Maintenant vous avez des munitions gratos contre les créationnistes. De rien. Et puisqu'on est dans les dinosaures, on remet une pièce dans la machine. Nanotyrannus, si vous ne le savez pas, c'est un des grands débats qui déchaîne la furie sur Internet et dans les cercles scientifiques. Est-ce que Nanotyrannus est une espèce valide de tyrannosaure de la fin du Crétacé ou pas? Y avait-il plusieurs espèces de tyrannosauridés qui vivaient avec Tyrannosaurus Rex? En réalité, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là ce mois-ci qui mettent beaucoup de pièces dans cette machine. Et donc le premier, c'est Nanotyrannus. Alors Nanotyrannus, d'après Nicolas Longrich et Evan Saïta. Alors pour Saïta, je connais pas, mais Longrich, c'est un grand nom de la paléontologie nord-américaine. Et donc ils remettent une pièce dans la machine en nous disant Nanotyrannus, en fait, si, c'est une espèce valide. Alors, résumé du dernier épisode, on était resté sur un article qui était, il me semble, dans Science, qui disait non, Nanotyrannus, c'est juste un tyrannosaure juvénile. Donc Nanotyrannus, comme son nom l'indique, c'est un petit tyrannosaure.
Et comme il vivait en même temps que Tyrannosaurus Rex, les gens, il y a beaucoup de gens qui considèrent que Nanotyrannus a été nommé par erreur. En réalité, on aurait juste dû dire c'est un juvénile de Tyrannosaurus Rex. Mais Longreach et Saita ne sont pas d'accord et ils nous disent que Nanotyrannus, pour eux, ce n'est pas un juvénile de Tyrannosaurus Rex, c'est une espèce de tyrannosauridé à part. Donc le voici, Nanotyrannus. Il se distingue de Tyrannosaurus Rex évidemment par sa taille plus petite, par ses orbites. Vous voyez, enfin là c'est le trou pour l'œil, vous voyez qu'il a pas du tout la même forme que chez Tyrannosaurus où il a plus une forme de 8 chez Tyrannosaurus. Et vous avez ce long museau, ce crâne généralement gracile avec ce long museau qui diffère de Tyrannosaurus Rex. Donc voici Tyrannosaurus Rex, vous voyez, l'œil est en forme de 8 ici, le museau est proportionnellement plus court, le crâne est proportionnellement plus massif, et évidemment la taille n'est pas du tout la même, puisque Nanotyrannus est beaucoup plus petit que Tyrannosaurus Rex. Donc effectivement, ils sont très différents, mais quand vous comparez par exemple à notre cher ami Tarbosaurus qui est le pendant asiatique de Tyrannosaurus Rex, Tarbosaurus nous offre une lignée autongénétique, c'est-à-dire il nous offre tout le développement d'un tyrannosauridé depuis les premiers stades juvéniles jusqu'au stade adulte, donc ça c'est Tarbosaurus, et vous pouvez voir que Tarbosaurus, il commence avec un œil relativement rond, qui va se transformer en 8 au fur et à mesure qu'il grandit, et il commence avec un museau relativement fin et court qui va se devenir de plus en plus épais, il commence avec un museau relativement fin et long, et qui va se terminer avec un museau relativement court et épais, et évidemment avec un petit crâne qui va devenir de plus en plus robuste au fur et à mesure qu'il grandit. Donc il y a quand même de bonnes raisons à la base de considérer que Nanotyrannus, c'est juste le modèle, c'est juste un Tyrannosaurus Rex qui serait juvénile, et les différences ne seraient pas dues au fait que ce sont des espèces différentes, mais à l'allométrie dont je vous ai parlé l'autre jour dans la vidéo sur Godzilla. Les adultes ne sont pas, les juvéniles ne sont pas des modèles réduits des adultes. Bon, alors dans cet article, Longreach et son collègue nous disent que en fait Nanotyrannus ce n'est pas un juvénile de tyrannosaure, et les arguments principaux de ça sont les lignes de croissance. Donc quand vous regardez la croissance en fait de Tyrannosaurus Rex ici, ça commence petit, ça grandit très vite et très fort. Là vous avez la taille indiquée sous forme de poids du corps, masse du corps, poids du corps. Chaque fois que je dis masse, on me dit la masse c'est pas ça, mais body mass, c'est les Américains qui disent body mass, moi j'y peux rien. Donc le poids du corps augmente très vite, et puis on atteint un plateau où vous atteignez l'âge adulte. Donc ça augmente très vite et ça atteint l'âge adulte. Nanotyrannus, selon eux, quand ils font des petites coupes dans les ossements pour compter les lignes de croissance, ce qu'on arrive à voir sur ces figures-là, vous voyez, c'est une coupe dans l'os. C'est une coupe dans l'os où on voit les lignes de croissance, le milieu de l'os est par là, la surface de l'os est par là. Quand on regarde la courbe de croissance de Nanotyrannus, elle semble pas du tout faire la même chose, vous voyez, elle fait un petit rebond et c'est tout. Ce qui est une courbe beaucoup plus classique pour un dinosaure qui n'est pas Tyrannosaurus Rex. Donc ça c'est la première chose. Donc Nanotyrannus ne semble pas suivre la même courbe de croissance que Tyrannosaurus Rex. Néanmoins, c'est si et seulement si on considère que Nanotyrannus n'est pas la même chose que Tyrannosaurus Rex. Si on considère que Nanotyrannus est la même chose que Tyrannosaurus Rex, on pourrait assez facilement dire que en fait Tyrannosaurus Rex il est à plat jusqu'ici, puis monte très vite et atteint son plateau ici. Donc c'est un argument, celui-là, il est intéressant, mais il est peut-être un peu circulaire, quoi. Voilà, ça ne marche que si vous considérez si vous considérez indépendamment Nanotyrannus et Tyrannosaurus Rex, et c'est effectivement des choses que les gens avaient déjà pointées du doigt. Un autre argument intéressant qu'ils utilisent, c'est la phylogénie. Si vous utilisez Tyrannosaurus Rex, si vous séparez encore une fois Tyrannosaurus Rex de Tyrannosaurus, et que vous faites tourner une phylogénie des tyrannosauroïdes, donc la grande famille, la super famille des tyrannosaures, Nanotyrannus tombe très loin de Tyrannosaurus Rex, alors que si lui c'était le juvénile de lui, normalement on devrait les trouver l'un à côté de l'autre. C'est le résultat attendu de faire tourner une phylogénie où on a un juvénile avec un adulte, c'est de trouver les deux au même endroit. Ça voudrait dire qu'ils partageraient les mêmes synapomorphies, les mêmes caractères dérivés propres, ça veut dire qu'ils ont un ancêtre en commun. En l'occurrence, ils devraient avoir un ancêtre en commun si l'un est le juvénile de l'autre, évidemment. Donc ça,
Donc cette phylogénie, c'est une indication, selon Longreach et son collègue, que Nanotyrannus n'est pas la même chose que Tyrannosaurus, autrement ils devraient être ensemble dans cette phylogénie. Là, ils sont très séparés au point que là, il est même exclu de la sous-famille des Tyrannosaurinés, si je ne m'abuse. Donc il ferait même pas partie de la même sous-famille que Tyrannosaurus rex. Ceci étant dit, je déplore dans cette phylogénie le fait qu'il manque Tarbosaurus juvénile. C'est-à-dire, ça aurait été intéressant de faire la même phylogénie avec un Tarbosaurus juvénile pour voir s'il arrive la même chose à Tarbosaurus. Est-ce que le Tarbosaurus juvénile tombe à côté du Tarbosaurus ici, ou bien est-ce que Tarbosaurus juvénile irait aussi se foutre à l'extérieur là-bas, juste parce que le crâne est très différent. Si vous retrouvez le même résultat avec Tarbosaurus juvénile alors que par ailleurs vous considérez bien que les Tarbosaurus juvéniles appartiennent au genre Tarbosaurus, ça veut dire que votre phylogénie elle est hyper sensible à l'allométrie. Donc ça veut dire que votre phylogénie va considérer comme des caractères spécifiques, des caractères qui en réalité sont ontogénétiques, sont dus au développement. Tout ça pour dire en réalité qu'il n'y a rien d'incontestable dans cet article, et comme l'ont fait remarquer beaucoup de spécialistes des tyrannosauridés sur Twitter, je rappelle que la science ne se fait pas sur Twitter, mais c'est quand même le meilleur moyen d'avoir un avis rapide d'une équipe différente, d'une équipe qui n'est pas cette équipe-là sur cet article-là. Il y a Thomas Holtz, un autre grand spécialiste des tyrannosaures, qui a dit le seul moyen, et je suis tout à fait d'accord avec lui, le seul moyen de définitivement valider le genre Nanotyrannus, ce serait de trouver un Nanotyrannus adulte. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de Nanotyrannus adulte. De tous les spécimens qu'ils ont observés pour cette étude, y compris des spécimens qui n'avaient jamais été publiés, donc ils sont allés chercher du matos qu'on n'avait jamais vu avant, aucun d'entre eux ne présente de signes de maturité évident. Le meilleur argument que les défenseurs de Nanotyrannus puissent amener sur la table, ce serait un Nanotyrannus adulte. Un Nanotyrannus où quand vous coupez l'os, et on voit les petites bandes très rapprochées qui montrent que il est adulte et que quand il est adulte, il a un long museau, il a des gros yeux, il a un crâne gracile. Cet article n'apporte pas cette preuve. Donc, personnellement, moi, je suis de l'avis de dire, pour l'instant, Nanotyrannus, il n'y a pas grandement d'arguments pour dire que c'est autre chose qu'un Tyrannosaurus rex juvénile. Ceci étant dit, vous allez voir que Tyrannosaurus rex n'était peut-être pas la seule espèce qui parcourait l'Amérique du Nord à la toute fin du Crétacé, enfin la seule espèce de grand carnivore tyrannosauridé qui parcourait le monde à la toute fin du Crétacé, puisque nous passons à cet article publié dans la très prestigieuse revue Scientific Reports, qui nous décrit une nouvelle espèce du genre Tyrannosaurus macraensis, donc macraensis qui vient de Macrae, qui est une localité qui date, bonne question, qui date soit du Campagnen, soit du Maastrichtien. Ils n'ont pas réussi à décider parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir de date précise. Ce serait un tyrannosauridé qui serait très ancien, autrefois connu d'ailleurs sous le nom de Alamotyrannus. Donc c'est déjà un animal qui informellement n'était pas appelé Tyrannosaurus. De façon informelle, on le surnommait Alamotyrannus parce que il est très très gros et il est plus ancien que le plus ancien des Tyrannosaurus reconnus. Ce qui ferait de lui, si c'est un Tyrannosaurus rex, le plus ancien Tyrannosaurus rex, mais là pour le coup, ils préfèrent dire non, c'est une espèce différente. De leur propre aveu, les différences avec Tyrannosaurus sont très 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 ténues. Je vous invite, les comparaisons sont là. Vous voyez, il y a des os qui sont légèrement plus manin, et puis la mandibule elle est légèrement plus manin, et puis vous voyez, c'est des différences qui sont très 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 ténues. La plupart des gens considéraient Macraensis comme étant juste un Tyrannosaurus rex de stade de dimension extrême, on va dire. Il y a quelqu'un, c'était Taylor, je crois, qui avait dit il y a Tyrannosaurus rex, il y a Tyrannosaurus regina, donc le Tyrannosaurus roi, le Tyrannosaurus reine et le Tyrannosaurus imperator. Donc le roi, la reine qui était plus grosse et l'imperator encore plus gros. Et
Et du coup, ce serait... Alors, la sauce n'a jamais pris pour Tyrannosaurus Regina et Tyrannosaurus Imperator. Maintenant, ça fait 2-3 ans que c'est sorti, je me rappelle plus exactement, mais j'avais fait une vidéo, donc voilà, je vous renvoie vers cette vidéo-là. J'avais fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi, à mon sens, ça ne tenait pas, et pourquoi, à mon avis, ça ne ferait pas date. Aussi loin qu'on puisse le dire, ça n'a effectivement pas fait date. Mais du coup, on remet le couvert avec Tyrannosaurus macraensis. Et ce Tyrannosaurus macraensis, donc il est légèrement différent du Tyrannosaurus typique, mais ça serait une nouvelle espèce de Tyrannosaurus. Bon, les différences, comme je le disais, sont très ténues. L'âge, au moins, est différent. Donc on serait peut-être face à ce qu'on appellerait une chrono-espèce, hein, voilà, une espèce qui deviendra éventuellement, qui évoluera vers Tyrannosaurus Rex, mais qui est suffisamment différente de Tyrannosaurus Rex pour dire que c'est pas la même chose. Comme pour Tyrannosaurus Regina et Tyrannosaurus Imperator, on verra si la sauce prend. Il y aura certainement des réponses à ces articles pour dire si les gens sont prêts à le croire ou pas. Mais en tout cas, ces deux articles qui ont évidemment soulevé du scepticisme sur les réseaux sociaux de la part de spécialistes. Et puis on verra si la sauce prend, on verra si ça, au moins celui-là, contrairement à Nanotyrannus qui suppose la coexistence de Tyrannosaurus Rex avec Nanotyrannus, celui-là ne suppose pas la coexistence de Tyrannosaurus Rex et de Tyrannosaurus macraensis. Donc ça ne supposerait pas l'existence de deux super prédateurs en même temps. Voilà, c'est peut-être c'est peut-être l'argument le plus positif qu'on pourrait avoir pour Tyrannosaurus macraensis, mais on verra bien. Encore une nouvelle espèce, ici même une nouvelle espèce et un nouveau genre de tyrannosauridés venant d'Amérique du Nord. Un tyrannosaure qui cette fois nous vient non pas d'Amérique du Nord, enfin non pas des États-Unis, mais du Canada. Thanatopteristes degrutorum. Et pour faire plus simple, je vais le s'appelle Groot. Parce que Thanatopteristes de Grutorum, c'est quand même de la folie. Donc je s'appelle Groot, il vient d'où? Il nous vient du Canada. Il est plus vieux que Macraensis, puisqu'il nous vient du Campagnen, hein, cette fois. Donc juste avant le Maastrichtien, juste avant l'étage final du Crétacé. Il est représenté par des restes, vous voyez, assez parcellaires quand même, c'est pas grand chose, mais c'est encore un truc assez mouse, assez balèze comme animal. Et vu que pareil, c'est des différences relativement subtiles entre lui et Tyrannosaurus Rex, dont je ne suis pas capable de vous présenter, de façon convaincante. Donc là, je vais vraiment vous laisser lire l'article, mais vous voyez la phylogénie ici place une fois de plus Thanatopteristes assez loin des autres, de Tyrannosaurus, hein, vous voyez. Il est même plus basal que Daspletosaurus, moins basal par contre que Gorgosaurus et Albertosaurus. Donc on est très très proche quand même des tyrannosauridés de la toute fin du Crétacé, quoi, du Maastrichtien que sont Tarbosaurus et Tyrannosaurus. Donc, on a quand même de bonnes raisons de penser que Thanatopteristes n'est pas confondu avec d'autres tyrannosauridés. Vous voyez, il est dans une tranche d'âge un peu différente. Il est un peu du même âge que Litronax, vous voyez, et Dynamoterror. celui qui a inventé ce nom est un génie. Dynamoterror. Donc, je s'appelle Groot, nouveau tyrannosauridé du Canada. Amis canadiens qui nous regardez, voilà, vous avez un nouveau tyrannosauridé dans votre pays, et ça c'est quand même cool. Ce sont des choses qui arrivent, vous voyez. On n'a pas tout découvert, hein, quand on nous demande est-ce qu'on a tout découvert, non, on n'a pas tout découvert. Il reste encore, même dans la famille de dinosaures la plus étudiée au monde, qui se fait le plus mitrailler de publications, on découvre encore des nouvelles espèces. Vous voyez, c'est pas que des disputes sur des trucs déjà découverts, hein, comme Alamotyrannus et Nanotyrannus, mais qu'on n'est pas d'accord sur comment les nommer. Vous voyez, il y a du nouveau matériel avec des nouveaux noms qui sortent. Et pour en finir avec les tyrannosauridés, pour en finir avec T-Rex, voilà, à quel point est-ce que Tyrannosaurus Rex était intelligent, qui est une réponse, alors pas encore publiée, là ce que je vous montre c'est un préprint. Donc préprint, ça veut dire que ça n'est pas encore passé par le peer review, mais c'est un préprint qui au final
vous ressort les mêmes arguments que je vous avais sortis à propos de cet article qui avait compté le nombre, enfin qui avait estimé, pas compté, parce que compter ça voudrait dire qu'on pourrait les voir, mais on peut pas les voir, donc qui avait estimé le nombre de neurones dans le cerveau du tyrannosaure, enfin dans le cerveau des dinosaures de manière générale. Donc ils avaient pris la taille du cerveau, ils avaient pris le nombre de neurones, enfin je dis ça au pluriel, mais en réalité il y avait qu'un auteur, Herculano Houzel, elle avait pris le nombre de neurones qu'on a dans 1 gramme de cerveau de Piaf, et transposé à la taille du cerveau d'un tyrannosaure, ça vous donne un nombre de neurones de blablabla. Et en l'occurrence, elle avait trouvé, je crois, plus de 3 milliards de neurones, si je me rappelle bien. 3 milliards de neurones qui feraient de Tyrannosaurus Rex, qui feraient du cerveau de Tyrannosaurus Rex un intermédiaire, en gros, entre les babouins et les chimpanzés, quoi. Il aurait quasiment autant de neurones qu'un babouin, voire même un peu plus qu'un babouin, et à moitié moins qu'un chimpanzé en gros. Donc un animal qui, si on fait le raccourci entre nombre de neurones et intelligence, vous amène à conclure que Tyrannosaurus Rex devait être au moins aussi intelligent qu'un primate très très avancé. Un très très bon primate. Bon, dans cet article, on retrouve un peu les critiques que j'avais fait dans ma propre critique sur la chaîne, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Cette critique étant que si on appliquait la même méthodologie sur un hippopotame, si vous prenez le cerveau d'un chimpanzé, le cerveau d'un hippopotame, et que vous estimez le nombre de neurones à partir de la même équation, en gros, vous allez trouver que les deux ont autant de neurones l'un que l'autre. Et donc vous allez en conclure que les hippopotames sont aussi intelligents que les chimpanzés. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc déjà il y avait ça comme problème, et il le pointe du doigt dans cet article, et l'autre problème c'était que le raccourci fait entre nombre de neurones et intelligence. Ce que j'avais pointé du doigt en disant que les baleines qui ont autant de neurones que les humains, voire même plus, devraient être beaucoup plus intelligente que ça, du coup. Devrait montrer des signes d'intelligence beaucoup plus évidents, ce qui n'est pas le cas, puisque les baleines montrent moins de signes évidents d'intelligence que leurs cousins les dauphins, qui ont un cerveau beaucoup plus petit et beaucoup moins de neurones. Donc ça, c'était les deux critiques principales. Ils les reprennent là-dedans, et ils rajoutent par-dessus aussi qu'ils ont refait les calculs d'Herculano Houzel. Ils ont réestimé le nombre de neurones chez T-Rex, et en fait, ce qu'ils trouvent, c'est que il y a moitié moins de neurones que ce qu'avait trouvé Herculano Houzel, donc 1,5 milliard de neurones, maximum 2 milliards. Donc en refaisant les calculs, en réappliquant les mêmes techniques, ils trouvent un résultat différent. Donc en plus, ça vient encore rajouter par-dessus, on va dire, sur la critique de l'article de Herculano Houzel. Et enfin, il y avait le problème qui avait déjà été pointé du doigt, qui était que Herculano Houzel, du coup, disait qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de neurones et la longévité, que du coup, d'après ce nombre de neurones, les Tyrannosaurus Rex auraient dû vivre 40 ou 50 ans, voire même 60 ans, je ne sais plus exactement ce qu'elle disait, mais bref, ce qu'avaient déjà pointé du doigt les chercheurs à l'époque, qui disaient non, Tyrannosaurus Rex, on n'en a jamais trouvé aucun qui avait plus de 30 ans, et quand ils ont 30 ans, ils font une sale tronche, ils montrent des signes de vieillesse assez évidents. Donc, enfin, en tout cas, les os montrent des signes de vieillesse assez évidents, donc c'est peu probable qu'ils aient dépassé l'âge de 35 ans. C'était des locomotives, quoi. Ils travaillaient très fort, mais ils mouraient très vite, du coup. Donc voilà, ça au moins ça formalise, enfin, quand cet article sera publié, parce qu'il n'est pas impossible qu'il subisse quelques changements d'ici sa publication, hein, il est encore en train d'être reviewé, mais quand cet article sera publié, du coup, ça formalisera tout ce qui a été fait de critique sur cet article qui disait que le T-Rex était malin comme un singe. Et pour terminer avec les dinosaures, un article paru dans une prestigieuse revue, Proceedings B, la revue de biologie de la Société royale de Londres, qui nous fait une petite corrélation toute sympathique entre l'évolution de la kératine, donc l'évolution du bec chez les dinosaures, et l'évolution des dents, et qui nous indique en fait que plus il y a de bec et moins il y a de dents. Tout simplement. Ce qui est assez intuitif comme ça, mais encore fallait-il le démontrer, encore fallait-il faire les calculs, et c'est ce qu'ils ont fait, donc une grande phylogénie, une grande étude
sur la phylogénie des dinosaures, qui montrent que quand les dinosaures commencent à avoir un bec, ça commence sur le bout du nez et ça s'étend vers l'arrière en poussant les dents aussi vers l'arrière du coup. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un bec et des dents en même temps, sauf chez les sauropodes. Ça c'est assez intéressant. C'est que les sauropodes, ils développent un bec plus des dents par-dessus, parce que les sauropodes, ils avaient des dents tellement faibles, tellement faiblardes en fait, qu'ils avaient un bec par-dessus. Alors comment ils ont su qu'il y avait des becs? C'est les petits pointillés là que vous voyez sur le museau là, tout ça, tous ces petits trous là que vous voyez sur le museau, c'est des trous qui viennent alimenter de la kératine. Et en fonction de comment ces trous sont disposés, en fait, cette kératine, ça va être des écailles ou ça va être un bec, en gros. Et puis vous avez évidemment les cas assez évidents comme les cératopsiens, où là vous avez les prémaxillaires ou les deux mandibules, ou l'os rostral, en l'occurrence chez les cératopsiens c'est même pas le prémaxillaire, c'est l'os rostral, qui sont fusionnés. Bon là quand vous avez une fusion des deux os qui sont le plus à l'avant de la mâchoire, et qu'en plus vous n'avez pas de dents, c'est que vous avez un bec. Vous n'aurez pas l'os à nu comme ça, ou juste avec des écailles, il va y avoir un bec, comme on voit chez les oiseaux et chez les tortues actuelles par exemple. Donc c'est une étude très intéressante parce que du coup ça montre en fait comment le bec a évolué chez les dinosaures de manière générale et chez les oiseaux en particulier, avec notamment les gènes qui codent pour le bec qui vont aussi anticoder les dents. C'est-à-dire que le gène va dire au bec de pousser et va en même temps dire aux dents poussez pas. Et ça c'est quand même très intéressant. Et on apprend aussi du coup que le gène des dents, enfin les gènes qui codent pour les dents chez les oiseaux donc sont toujours là, mais pas tous. On apprend dans cet article notamment que les gènes qui codent pour l'émail notamment n'existent plus du tout chez les oiseaux, alors que les gènes qui codent pour la dentine, eux, sont toujours là. La dentine, c'est ce que vous avez en dessous de l'émail. En dessous de l'émail, mais au-dessus de la pulpe. Donc c'est cette petite partie entre l'émail et la pulpe, c'est la dentine. Et cette dentine, elle, par contre, les gènes existent toujours pour la dentine. Par contre, ceux de l'émail n'existent absolument plus. Alors, ils existent toujours, les gènes de la dentine, chez les oiseaux modernes, par contre, ils sont inactifs. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire repousser des dents chez les oiseaux, mais c'était des dents qui n'avaient pas d'émail, du coup. On sort maintenant des dinosaures avec une étude française, donc qui est encore une préprint. Enfin, c'est pas une préprint, celle-là, c'est une pré-proof. Ça veut dire qu'elle a déjà été peer-reviewée, mais qu'elle n'est pas encore mise en page. Donc c'est pour ça que je vais aller directement à la fin, parce que toutes les images sont à la fin, qui nous décrit un nouveau mosasaure qui a été découvert dans l'Aude, en France. Donc c'est une équipe française qui a décrit ce nouveau mosasaure. Alors, des restes qui sont relativement fragmentaires, mais c'est intéressant parce que c'est seulement le second mosasaure de la famille des Plioplatecarpinae qui a été découvert en France. Le premier étant été découvert à Éclusievo dans la Somme, c'était près de chez moi, donc c'est pour ça que j'en parle. Et il est intéressant ce Plioplatecarpinae, donc qui est identifié comme étant Platecarpus lui-même, parce que il est intéressant parce qu'il a des traces de charognage. Vous voyez qu'il y a des grosses traces de dents dans ses os, à la fois des grosses dents soit de mosasaure, soit d'un autre gros reptile marin, et des traces de dents de requin. D'ailleurs, il a été retrouvé en présence de plein de dents de requin aussi. Vous voyez toutes ces dents de requin qui sont là. Des ibodontes, des lamniformes. Donc bref, il a été retrouvé en présence d'une faune de possibles charognards. C'est un cas intéressant et du coup c'est un second mosasaure de la famille des Plioplatecarpinae en France. C'est super sympa. On aime bien et en plus c'est publié dans une grosse revue, enfin ce sera publié dans une grosse revue, Cretaceous Research. Je vous invite à aller le consulter. Toujours au Mésozoïque, mais cette fois on va parler de la lignée qui va donner naissance aux mammifères, qui ne sont pas encore des mammifères, ou en tout cas pas des mammifères modernes au moment où qui intéresse cet article, puisque là on s'intéresse aux ancêtres des mammifères qui vivaient pendant le Mésozoïque, donc à l'ombre des dinosaures. Et ce que cet article nous dit, alors c'est une hypothèse pure. Il y a rien, il y a pas de données derrière, il y a rien, c'est pas une divagation non plus, c'est une hypothèse raisonnable, mais c'est une hypothèse qui est purement une hypothèse.
Voilà. Donc déjà, je vous annonce tout de suite la couleur. C'est pas la peine de demander où sont les preuves, il y en a pas. Voilà. Donc pour l'instant, c'est purement à l'état d'hypothèse. Hein. Ça s'appelle d'ailleurs idées et spéculations. Hein. C'est dans la rubrique idées et spéculations, mais qui est quand même, je trouve, super intéressante. Cette idée, c'est que en fait, les mammifères, enfin déjà, ça se base sur l'observation principale que les mammifères sont à peu près les seuls animaux aujourd'hui, en tout cas les seuls amniotes, qui montrent des signes de sénescence. C'est-à-dire que quand on vieillit, nous autres mammifères, on montre des signes de vieillesse. Alors que si vous regardez un oiseau, par exemple, regardez d'abord les mammifères. Donc nous, quand on vieillit, on a les cheveux qui deviennent blancs, on a des rides, on perd en force physique. Alors que quand on regarde les autres animaux, comme les oiseaux, quand vous regardez un oiseau, c'est même un vieil oiseau, notamment dans les zoos, il y a certains oiseaux qui peuvent atteindre l'âge de 30 ans, tu vois, des perroquets par exemple, qui peuvent atteindre l'âge de 50 ans, voire plus. Il y a des perroquets dont on ne connaît juste pas l'âge parce qu'ils ont toujours été là, dans les zoos. Bref, quand on regarde les oiseaux par exemple, ils ne montrent pas de signes de vieillesse évidents. Leurs plumes deviennent pas blanches, et c'est pareil quand vous regardez les reptiles, les signes de sénescence chez les reptiles, ça ne se voit pas, etc., etc. Alors que chez les mammifères, ça se voit vachement. Vous pouvez reconnaître un vieux chien quand vous en voyez un, vous pouvez reconnaître un vieux chat quand vous en voyez un. Bref, c'est ça la grosse idée. Et puis c'est encore pire quand on regarde les poissons. Bon, là on parle des amniotes, donc on va pas regarder les poissons, mais c'est encore pire quand on parle des poissons. Regardez les requins qui n'ont même pas le cancer. Je veux dire, bon, il y a les signes de sénescence, c'est ça. Tout ça, c'est les signes de sénescence. Et plus on se rapproche des mammifères, et plus ils montrent de signes de sénescence. Et du coup, ce João Pedro de Maquiales, je ne sais pas comment ça se dit, s'il y a des Portugais dans la salle ou des Brésiliens, s'il vous plaît, dites-moi comment ça se prononce. Donc, João Pedro de Maquiales, aucune idée, nous dit qu'en fait, c'est ce qu'il appelle le goulot d'étranglement de la longévité. Donc, de même que chez les ancêtres des mammifères pendant le Mésozoïque, vu qu'ils se sont adaptés à la vie nocturne pour échapper aux dinosaures, ou en tout cas c'est le scénario qu'on a dans la tête, s'étant adaptés à la vie nocturne pour échapper aux dinosaures, il y a ce qu'on appelle le goulet d'étranglement du Mésozoïque, qui fait qu'en fait tous les mammifères sont devenus petits et tous les mammifères sont devenus nocturnes, et c'est pour ça que la plupart des mammifères modernes ont une vision bichromatique, alors que tous les autres amniotes ont une vision quadrichromatique. Donc nous, en gros, les mammifères voient en deux couleurs, très grossi, hein, très simplifié. Les mammifères voient en deux couleurs, à part les primates et les monotrèmes, alors que tous les autres animaux terrestres voient en 4 couleurs. Donc notre vision est à chier, voilà. Et ça vient du fait qu'on avait des ancêtres nocturnes au Mésozoïque qui vivaient la nuit à l'ombre des dinosaures. Et puis tous les mammifères, du coup, étaient aussi petits. Donc il y a aussi eu un goulot d'étranglement au niveau de la taille, et donc ce qu'il propose là, c'est un goulot d'étranglement qui a aussi touché notre longévité. À savoir que, quand vous êtes tout petit et que vous êtes au menu d'à peu près tout ce qui est vivant, ça sert à rien de vivre vieux. Voilà. Et ça rejoint une vidéo qu'on avait fait avec sur Entracte Science, qu'on avait fait à propos de l'origine évolutive de la mort. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur l'origine évolutive de la mort, parce qu'elle explique en fait pourquoi on meurt, pourquoi on vieillit et pourquoi on meurt. Et ça, c'est une question évolutive qui est extrêmement intéressante, parce que justement ça touche au darwinisme, à l'essence même du darwinisme en réalité. C'est-à-dire que si le but c'était de se reproduire le plus possible, l'intérêt, c'est de vivre le plus longtemps possible pour produire le plus de gamètes possible pour avoir le plus de bébés possible. Donc, vieillir et donc perdre sa fertilité et mourir, donc ne plus laisser aucun descendant, c'est complètement contre-intuitif dans un contexte darwinien. L'intérêt, ce serait de produire le plus de descendants tout le temps, de vivre le plus longtemps pour produire le plus de descendants, et surtout de ne pas vieillir pour que tout le temps qu'on vit, on le passe à produire des descendants.
Bon bah c'est pas le cas chez les mammifères. Les mammifères, ils finissent par être ménopausés et ils vieillissent et ils se rabougrissent avant de mourir. Et ils meurent relativement jeunes comparés à leurs cousins reptiliens et aviens. En tout cas à des stades équivalents de développement. Enfin à des en tout cas à des stades équivalents de leur âge, de leur développement, oui. Donc pourquoi est-ce qu'on est précoce comme ça chez les mammifères? Pourquoi est-ce qu'on fait n'importe quoi? Eh ben ce serait dû au fait que comme on est tous descendants de tout petits animaux, des animaux qui étaient pas forcément tout en bas de la chaîne alimentaire, mais qui étaient au menu d'à peu près tout ce qui était plus grand qu'eux, c'est-à-dire tout, eh ben au Mésozoïque, c'est devenu complètement inutile aux ancêtres des mammifères de vivre longtemps. Pensez à une souris, hein, le potentiel qu'a une souris ou un cochon d'Inde de vivre plus de 5 ans, c'est pas top, c'est pas ouf. Les perspectives d'avenir sont pas gigantesques. Donc autant produire un max de bébés, hein, tant qu'on peut, et puis et surtout avant qu'on crève. Ça veut dire que naturellement, en fait, la sélection naturelle va tout miser sur les premières années de la vie. Donc il va y avoir augmentation de la fertilité, mais il va y avoir un relâchement de la sélection naturelle sur la période de vie que quasiment aucun individu n'arrive à dépasser parce qu'ils se font tous bouffer avant. Donc si les chances pour une souris de survivre plus de 5 ans sont de seulement 5%, bah dans 95% des cas, votre souris sera bouffée avant l'âge de 5 ans. Et donc tous les gènes qui vont permettre à une souris de vivre en bonne santé passé l'âge de 5 ans vont commencer à pourrir, en fait. Tous ces gènes vont commencer à se détériorer parce qu'il y aura plus de sélection naturelle dessus. Toutes les souris crèvent avant ça. Donc il y a plus de sélection naturelle dessus, donc tous ces gènes pourrissent. Et donc tous ces gènes qui permettent la longévité, eh bien, disparaissent. Sauf que, une fois que vous avez passé le Mésozoïque, que les dinosaures, les grands dinosaures non aviens ont disparu, et que les mammifères redeviennent les dominants sur la planète, eh ben, à ce moment-là, en fait, les mammifères vont devenir plus gros, ne vont plus avoir cette contrainte sur leur longévité, mais par contre, leurs gènes pourris, ils resteront pourris. Donc en fait, ils vont se mettre à vivre plus longtemps, mais par contre, la pourrissure de leur gène, ils arriveront pas à la réparer. Une fois qu'un gène est devenu défaillant, c'est très compliqué de faire marche arrière. C'est possible, mais c'est très compliqué. Il faut énormément de sélection naturelle, une très très forte sélection naturelle dessus. Et c'est pour ça, du coup, que les mammifères, même quand ils sont de grande taille aujourd'hui, produisent des grands signes de sénescence, d'importants signes de sénescence, parce que ils ont hérité tous leurs gènes moisis de leur ancêtre mésozoïque. En tout cas, c'est ce que cet article-là propose. Donc c'est très intéressant comme hypothèse, et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner plus tard. En même temps, sur la longévité, il y a un autre article qui a été publié dans eLife. Bon, c'est pareil, c'est une préprint là en l'occurrence, mais c'est une préprint qui a été reviewée, donc le contenu final ne changera pas de ce que je suis en train de vous montrer. Et c'est un article paru dans la revue eLife qui nous dit qu'en fait, cette longévité réduite chez les mammifères, elle est intimement corrélée aussi à une augmentation de la fertilité. Donc ils ont fait beaucoup de calculs et je suis incapable de comprendre la moitié de ce qu'ils ont fait. Donc je vous laisse aller lire l'article, mais en gros l'essence de cet article c'est que la longévité, une longévité réduite et une sénescence accrue du coup, vont de pair avec une augmentation de la fertilité. Donc c'est ce que je vous disais, quand vous vivez, quand votre espérance de vie, de toute façon, vos chances de ne pas vous faire bouffer ne dépassent pas 5 ans, vous avez, la sélection naturelle va automatiquement miser sur un max de reproduction pendant le début de votre vie. Reproduis-toi vite, avant de crever. C'est ça que la sélection naturelle va faire. Et ce qu'ils disent en gros, c'est que ça a atteint à un tel point, en fait, cette sélection, ça a atteint à tel point que maintenant les gènes de la longévité et les gènes de la fertilité sont connectés. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus augmenter la longévité sans faire baisser la fertilité. Et moi je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant en fait que ça ait atteint un tel point en fait. Et surtout je vous invite à réfléchir, à cogiter sur le fait à quel point c'est, dans un contexte darwinien, hyper contre-intuitif. Et encore une fois, je vous invite à aller voir notre vidéo qui explique justement pourquoi c'est contre-intuitif, mais pourquoi en fait c'est logique.
Entrons maintenant dans le Cénozoïque, on quitte mes prémammaliens chéris et nous atteignons les mammifères, les vrais, du Cénozoïque et notamment les mammifères de la transition Éocène-Oligocène en Europe, où une équipe principalement française, en réalité principalement montpelliéraine, de l'université de Montpellier, nous propose une nouvelle étude des fossiles d'artiodactyles du Quercy. Alors les artiodactyles, c'est la famille des ruminants, des chameaux, des cochons, des cétacés aussi d'ailleurs. Donc c'est une famille de mammifères terrestres majoritairement herbivores. Et donc ils ont étudié ceux qui étaient fossilisés dans le Quercy. Le Quercy qui est cette région de France où il y a beaucoup de grottes qui datent de cette période justement à la transition Éocène-Oligocène. Enfin, les grottes sont remplies avec des restes qui viennent de cette transition entre l'Éocène et l'Oligocène. Et ce Quercy, du coup, ça nous a donné énormément d'informations sur ce qui se passait pendant cette période-là. Une période qui a notamment connu, si vous avez vu la vidéo de Simplex Paléo, la Grande Coupure. La Grande Coupure qui est pas une extinction de masse, tout simplement parce qu'à l'échelle européenne, c'est ce que j'ai surligné ici, à l'échelle européenne, on atteint 50% d'extinction, donc ce qui n'est pas encore suffisant pour parler d'extinction de masse. Toutefois, à l'échelle du Quercy, on atteint quand même 77% à l'échelle des artiodactyles du Quercy, on atteint quand même 77%. Donc pour les artiodactyles, ça a été une période charnière, ça a été un moment très important de l'évolution des ancêtres des ruminants et des ancêtres des artiodactyles modernes de manière générale. Ça a été notamment l'époque où les artiodactyles sont passés d'une alimentation qui était essentiellement dominée par le feuillage à une alimentation essentiellement dominée par les graminées. Cette transition Éocène-Oligocène, elle est surtout marquée par ça. Au niveau des populations du Quercy, ce qu'on note notamment, ça va être un énorme niveau d'extinction. Vous voyez ici chaque couleur sur ce graphe, vous avez en nombre d'espèces, vous avez le temps ici, Éocène ici, Oligocène là, et donc vous voyez qu'à l'Éocène vous avez plein de couleurs, ces couleurs représentent des familles d'artiodactyles, donc vous avez plein de couleurs, et après la transition Éocène-Oligocène, vous avez une couleur qui domine très largement, c'est les Kénothéridés. Donc les Kénothéridés, c'était les lapins de Garenne de l'Oligocène. C'est ce qu'on pourrait appeler un taxon de désastre. Il y a eu ça a été le bordel et ils ont tout conquis après ça. Bon les Kénothéridés, eux, c'était des mangeurs de graminées. Ils ont des dents bien hypsodontes, très très hautes, alors que eux, c'était essentiellement là des mangeurs de feuilles. Des mangeurs de feuilles et de fruits. Mais on a aussi un autre événement qui arrive à cette grande coupure, et cet autre événement, c'est l'arrivée d'espèces invasives, et notamment des espèces venues d'Asie, et en particulier des ancêtres des ruminants. Donc on a ce diagramme au final qui nous montre que à l'Éocène, avant la grande coupure, vous aviez beaucoup d'espèces endémiques. À l'époque, à l'Éocène, l'Europe, c'est une archipel, donc c'est plein de petites îles, et sur chacune de ces petites îles, vous allez avoir une très grande diversité de faunes complètement endémiques, donc des faunes qui sont uniques à ce chapelet d'îles, voire même uniques à certaines îles parfois. Et après la grande coupure, en fait, vous avez une arrivée d'espèces immigrantes qui vont essentiellement venir d'Asie. Donc cet événement, en fait, il est double, à savoir extinction des espèces locales et arrivée des immigrants. Et jusqu'à présent, on pensait qu'en fait, c'était à cause des espèces immigrantes que les espèces endémiques s'étaient éteintes. C'est-à-dire que c'était l'arrivée de ces espèces immigrantes, de ces espèces d'Asie, qui avaient concurrencé les espèces locales et avaient provoqué leur extinction. Alors, arrivée des espèces immigrantes qui venaient aussi avec un changement climatique, donc espèces immigrantes qui étaient mieux adaptées à ce nouveau climat, notamment à un climat plus aride et plus favorable aux graminées. Donc vous aviez un scénario qui était quand même bien huilé, où les immigrants suivaient le flot de graminées qui envahissaient l'Europe au fur et à mesure que le climat s'aridifiait, et les espèces endémiques qui s'éteignaient avec le flot d'immigrants. Eh bien, cette nouvelle étude, proposée par l'université de Montpellier, du coup, par les chercheurs de l'université de Montpellier, montre qu'il y a en réalité un énorme découplage, il y a un creux gigantesque, en fait, entre la mort des espèces endémiques et l'arrivée des espèces immigrantes. En réalité, les espèces immigrantes n'ont pas provoqué l'extinction des espèces endémiques, c'est ça qu'ils nous disent. Ils ont, en réalité, profité de leur absence pour immigrer. Donc c'est le changement climatique seul qui a provoqué l'extinction des espèces endémiques, et ensuite les espèces immigrantes
et les kénothères, parce que les kénothères ne sont pas des espèces immigrantes, ce sont des espèces locales, les espèces immigrantes et les kénothères ont ensuite profité du vide pour conquérir les niches écologiques laissées vacantes par ces espèces endémiques et pour conquérir les niches écologiques qu'ont ouvert l'arrivée des graminées. Donc c'est une étude très intéressante qui remet en question en fait la dynamique de l'extinction à cette époque. Et c'est très très bien illustré par ce diagramme ici, en fait, où alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, vous avez le temps ici, qui parle du plus ancien jusque là-haut au plus récent, et vous avez ici ce qu'on appelle l'espace morphologique. Et en gros, cet espace morphologique, qui est ici représenté en bleu, c'est l'écotype, on va dire, de ces espèces locales, de ces espèces endémiques. Et vous voyez que les espèces endémiques, elles occupent une certaine partie de cet espace morphologique, mais quand les immigrants arrivent, en fait, les immigrants n'occupent pas le même espace morphologique. Les immigrants ne concurrencent pas les espèces locales, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez qu'il n'y a pas de chevauchement, ou presque pas, vous en avez juste un tout petit peu ici, mais en gros, ces espèces immigrantes, quand elles arrivent, ne sont pas concurrentes avec les espèces locales parce qu'elles n'occupent pas le même espace morphologique, elles n'ont pas la même morphologie, elles n'ont pas les mêmes adaptations. C'est ça que représente cet espace en 2 dimensions. Donc ça, c'est vraiment une très très belle étude, une étude très efficace et qui nous montre la dynamique de cette extinction de la grande coupure. Une dynamique qui, au lieu d'être due aux espèces invasives, était en fait dû à un changement climatique depuis des conditions plutôt tropicales vers des conditions plus proches, on va dire, d'une savane. Même si c'est encore trop tôt à l'époque pour parler réellement de savane, mais des conditions plus sèches et moins arborées. Mammifères toujours, avec paru dans Nature un nouvel article sur l'extinction de Gigantopithecus, le primate géant, cousin des orang-outans, comme vous avez certainement entendu parler, le Gigantopithecus qui serait un cousin des orang-outans d'après des analyses génétiques, enfin paléogénétiques qui avaient pu être faites directement sur les os de Gigantopithecus. Et donc cette analyse nous dit que Gigantopithecus blacki a disparu du fait d'un changement climatique entre 200 et 300 000 ans, donc changement climatique, encore une fois, depuis des conditions de jungle où Gigantopithecus, en tant que cousin de l'orang-outan, se sentait très très bien, vers des conditions, vous voyez ici représenté en jaune, vous voyez que le vert qui représente la jungle diminue et que le jaune qui représente la savane, enfin les conditions plus sèches, augmente. Eh bien, vous voyez que l'arrivée de la sécheresse entre 200 et 300 000 ans a provoqué l'extinction de Gigantopithecus, la diminution des populations. Ils ont aussi fait des analyses des dents qui sont très intéressantes, puisque ces analyses des dents montrent que les dernières populations de Gigantopithecus avaient des stress dentaires en réalité. Donc c'est ce qui est représenté là. Ils ont fait des coupes histologiques à l'intérieur des dents, et comme les dents ont des lignes de croissance, en fait, on arrive à voir ce qui s'est passé pendant la vie des gigantopithèques, et notamment on voit que les tout derniers gigantopithèques survivants avaient des lignes de croissance qui montraient des intervalles en fait de croissance rapide, puis de croissance très lente, puis voilà, c'était beaucoup plus erratique, alors que ça devrait être en réalité très régulier. Donc ça, c'est une étude assez intéressante, et vous en avez certainement entendu parler, donc je ne m'étale pas trop dessus. On reste avec les primates, avec cette nouvelle phylogénie des primates, plus de gènes, plus de génomes, plus d'espèces, et ça nous donne une nouvelle phylogénie des primates. Je vous la donne parce que c'est les primates, que c'est intéressant. Si vous êtes enseignant, ça peut être utile pour vos cours, par exemple, mais ça ne change pas grand-chose à ce qu'on savait déjà. Il y a toujours la division entre les strepsirrhiniens et les aplorhiniens, il y a toujours la division entre les platyrrhiniens et les catharrhiniens, il y a toujours la division entre les cercopithécoïdes et les hominoïdes, donc les grands singes, enfin les grands singes, oui. Et puis ça donne surtout des dates, vous voyez, pour les nœuds anciens, qui sont maintenant un peu plus à jour, bien que on a toujours une divergence entre les tarsiformes et les singes, donc les tarsiformes qui sont pas encore considérés comme étant des singes. Donc la différence entre singe et tarsiforme ici qui se fait à un peu plus de 60 millions d'années, c'est quand même 10 millions d'années plus vieux que le plus vieux fossile de l'un comme de l'autre, et encore ça part du principe qu'Altiatlasius est un aplorhinien, ce qui est pas forcément admis par tout le monde, avec une origine des primates du coup qui tomberait
juste entre 65 et 70 millions d'années, donc juste à l'extinction des dinosaures, ce qui veut dire qu'on a des ancêtres des primates au Crétacé. Donc on a effectivement Purgatorius dans le Crétacé, qui est un possible ancêtre des primates, hein, qui appartient au Plésiadapiformes, mais c'est pas encore un vrai primate, quoi. Donc bon, c'est intéressant comme phylogénie, ça me remet les choses à plat, mais effectivement ça amène rien de très 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 nouveau. On parlait de grottes tout à l'heure, et dans une grotte qui date du Permien, alors déjà vous apprendrez que oui, on a des dépôts de grottes en Amérique du Nord qui datent du Permien, et dans ces dépôts de grottes du Permien, donc des remplissages karstiques du Permien, eh bien des chercheurs ont découvert des fragments de peau qui appartiennent à Captorinus, qui est un des tout premiers amniotes du registre fossile. Donc les amniotes qui sont ce qu'on appelait autrefois communément les reptiles, mais qui en réalité englobent aussi les ancêtres des mammifères. Donc les tout premiers amniotes, c'était à l'époque encore où les reptiles et les mammifères n'étaient pas encore complètement bien différenciés. Et la question, l'une des grandes questions de l'époque, c'était du coup si on est ni sur des reptiles ni sur des mammifères, il y avait quoi sur leur peau, hein? Est-ce qu'ils avaient des écailles en kératine qui se chevauchaient comme des tuiles, exactement comme les lézards modernes? Ou est-ce qu'à l'inverse, ils avaient des poils, comme les mammifères, ou bien est-ce qu'ils avaient la peau nue, comme des amphibiens? Eh bien, la réponse c'est aucun des trois. Voilà, on a découvert ces morceaux de peau parfaitement préservés, carbonifiés, dans ces remplissages karstiques, et ces fragments de peau montrent des écailles de kératine comme les lézards, mais elles ne se chevauchent pas. Elles ne font pas comme des tuiles. Donc c'est des écailles de kératine disposées les unes à côté des autres, et du coup ça indique que c'est ça la condition ancestrale chez les amniotes. En tout cas, ça indique très fortement que c'était ça la condition ancestrale chez les amniotes, ce qui est très 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 intéressant du coup, parce que c'est la première fois qu'on arrive à le documenter. Alors je dis la première fois, mais dans l'article, ils exagèrent un petit peu. Ils exagèrent un petit peu parce que en réalité, on avait déjà ce fossile-là, qui est un fossile d'un ancêtre des mammifères, c'est un synapside, et ce synapside, vous voyez, il avait aussi des écailles, et lui, il date du Carbonifère. Il a été retrouvé, vous voyez, c'est des dépôts qui sont pas des remplissages karstiques cette fois, hein. Là c'est plus un dépôt de lagune, si je me rappelle bien, mais bref, vous voyez que là, on est très clairement sur quelque chose d'écailleux, et c'est aussi des écailles disposées les unes à côté des autres, et pas des écailles qui se chevauchent. Donc, maintenant, on a à la fois Captorinus, qui est plutôt côté reptile et qui a des écailles qui ne se chevauchent pas, des écailles de kératine qui ne se chevauchent pas, et on a du coup ce Varanopidé, qui lui est du côté mammifère, du côté synapside, et qui a des écailles, lui aussi, en kératine qui ne se chevauchent pas. Donc maintenant, on est à peu près certain, s'il restait encore un doute, que l'ancêtre des amniotes devait avoir la peau écailleuse exactement comme ce que vous voyez là. Ce qui confirme par là même, du coup, que les poils des mammifères sont en fait des dérivés des écailles, de ces écailles de ces écailles-là, de ces écailles qui ne se chevauchent pas, ce qu'avaient déjà proposé justement les embryologistes, qui travaillaient donc sur les embryons de mammifères et de reptiles, et qui avaient noté que les placodes qui donnent les écailles des reptiles modernes sont les mêmes placodes qui donnent aussi les poils aux mammifères. Donc on a vraiment maintenant le registre fossile qui nous indique exactement la même chose que ce que nous indiquaient déjà les embryologistes. Et ils discutent aussi, puisque dans les mêmes dépôts, ils ont aussi de la peau de temnospondyle, c'est-à-dire de la peau d'amphibien. Alors cette peau d'amphibien, elle est très intéressante parce qu'elle contient des éléments ossifiés. Vous voyez ces baguettes là, c'est de la peau d'amphibien, et dans cette peau d'amphibien, il y a des éléments ossifiés comme des baguettes ici. Et ça, c'est pareil, c'est super intéressant parce que ça veut dire que la peau d'amphibien n'a pas toujours été lisse non plus. Alors est-ce que c'est des proto-écailles? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste particulier au temnospondyle? Ça par contre, difficile à dire. Et pour terminer sans transition, des invertébrés avec cet article sorti dans Annual Reviews, qui comme son nom l'indique est une revue de la littérature sur les échinodermes et surtout ce qu'on sait de l'origine des échinodermes. Alors les échinodermes, si vous ne connaissez pas le mot, vous les connaissez forcément quand même, puisqu'il s'agit des oursins, des étoiles de mer, des ophiures, des concombres de mer, bref tous ces animaux qui ont ce qu'on appelle une symétrie pentaradiée, c'est-à-dire que ils ont une symétrie circulaire qui répète 5 fois
le même motif. Il faut imaginer qu'en fait leur plan d'organisation, si vous imaginez un camembert en fait, eh ben leur plan d'organisation, c'est un camembert coupé en 5 parties égales. Voilà. Donc ça, c'est le plan d'organisation typique d'un échinoderme qui se voit très bien sur une étoile de mer. Voilà, 5 bras. Alors 5 bras ou 10 bras ou 15 bras ou 25 bras ou 50 bras, mais toujours un multiple de 5. On voit ça très bien chez les oursins aussi, hein, ça ressemble vraiment à un camembert coupé en 5 en l'occurrence. En tout cas, quand vous enlevez les épines. On voit très bien ça aussi chez les crinoïdes par exemple, hein, qui ont aussi un nombre de bras très variable, mais toujours un multiple de 5. Donc ça, c'est les échinodermes. Les échinodermes qui sont connus aujourd'hui pour leur symétrie pentaradiée, et ce qui m'a vraiment intéressé avec cet article, alors au-delà du fait qu'il nous raconte l'origine des échinodermes dans le registre fossile, c'est que il nous raconte surtout la phylogénie des échinodermes et comment les échinodermes en fait sont devenus les échinodermes aujourd'hui. Ils n'ont pas toujours eu de symétrie pentaradiée. Vous voyez qu'ils ont commencé en ayant une symétrie bilatérale, puis en étant asymétriques, puis en ayant une symétrie radiale. Alors je vous la mets à l'horizontale, titre. Je vous mets l'image à l'horizontale, pardon. Ici, enfin c'est pas exactement la même image, mais c'est exactement la même phylogénie. Et en gros, vous avez les échinodermes, donc les branches les plus basales des échinodermes qui étaient d'abord bilatérales. Alors toutes ces espèces-là sont principalement du cambrien de l'ordovicien, donc c'est des machins extrêmement rares, extrêmement difficiles à trouver, mais qui ont été découverts. Vous êtes probablement pas familier avec ces bêtes-là, donc je vais pas m'étaler trop longtemps dessus non plus. Vous commencez donc du coup par des échinodermes qui ont d'abord une symétrie bilatérale, et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que la symétrie bilatérale, donc vous connaissez certainement les bilatériens comme nous, hein, nous avons une symétrie bilatérale. D'ailleurs, en tant que deutérostomiens, nous avons un ancêtre en commun très proche avec les échinodermes. Les échinodermes et les vertébrés sont groupes frères, sont très proches phylogénétiquement. Donc c'est pas étonnant de voir les échinodermes commencer par une symétrie bilatérale, et ce qui fait d'eux des échinodermes à ce moment-là, sachant qu'ils n'ont pas encore cette symétrie pentaradiée, bah c'est leur coquille de calcite, donc des plaques de calcite qui sont très typiques des échinodermes. Donc les premiers échinodermes sont à symétrie bilatérale, vous voyez qu'il y a un bel axe de symétrie qui va d'antérieur à postérieur ici, et sont des formes fixes, ce sont des formes qui ne se promènent pas. D'ailleurs, toutes les formes qui sont représentées là, il me semble, sont toutes fixes. Tous les échinodermes de l'ordovicien, du cambrien et de l'ordovicien sont attachés au pied. Hein. Vous voyez qu'ils ont tous un petit pied là, attaché à leur substrat. Le déplacement, comme les étoiles de mer et les oursins, ils se déplacent très lentement, mais ils se déplacent, ça ne viendra qu'après. Donc là, à cette époque-là, ils sont tous attachés, et au début, ils ont cette symétrie bilatérale qui va ensuite devenir asymétrique. Vous voyez que les synctes et les solutes sont des échinodermes toujours attachés au pied, mais qui deviennent légèrement asymétriques. Vous voyez par exemple ici notamment que les plaques ne forment pas un axe de symétrie. Donc ils deviennent d'abord asymétriques, puis chez Helicoplacus, ils deviennent à symétrie triradiale. Donc la symétrie triradiale, vous imaginez qu'il y a c'est un camembert, en fait, Helicoplacus, c'est un camembert coupé en 3, et ensuite vous l'étendez en tournant comme ça, en faisant une espèce de spirale. Et ça vous donne Helicoplacus. Donc vous l'étendez en tournant, et ça vous donne un camembert coupé en 3 tordu, en fait. Et étendu en cylindre. C'est un peu compliqué à s'imaginer, mais c'est ça, Helicoplacus. Et donc vous avez d'abord la symétrie triradiale, et symétrie triradiale qui va ensuite, chez Helicocystis, devenir une symétrie pentaradiale, donc une symétrie par 5, mais toujours en spirale. Donc d'abord une symétrie triradiale en spirale, puis une symétrie pentaradiale en spirale, pour ensuite arriver à la vraie symétrie pentaradiale qu'on retrouve chez les échinodermes modernes. Et je trouve ce scénario évolutif de la folie. c'est ouf, en fait, d'être passé donc commencer par la symétrie bilatérale de tous les bilatériens, la perdre, acquérir une symétrie triradiale en spirale, acquérir une symétrie pentaradiale en spirale, pour ensuite finir sur une symétrie pentaradiale pas parfaite, puisque tous les échinodermes modernes n'ont pas une symétrie pentaradiale parfaite, notamment les oursins irréguliers, comme leur nom l'indique, mais c'est juste, waouh. La
contingence de l'évolution, mesdames et messieurs, l'évolution qui fait du n'importe quoi et qui improvise son n'importe quoi par au-dessus le n'importe quoi qu'il y a eu avant. Ça, c'est du jus pour créationniste. Et il est où le dessin intelligent là-dedans, là? Vas-y, là. C'est du jus anti-créationniste, mais à l'état pur, quoi. C'est... Explique-moi la logique. Vas-y. Qui a dit ce serait une super idée de faire ça, de passer par toutes ces étapes-là pour atteindre du pentaradial? Moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça absolument énorme. C'est pas la peine. Au fait, c'est pas la peine de me demander en quoi c'est avantageux d'être pentaradial. J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Cet article ne le dit pas. Et je pense que la raison pour laquelle cet article ne le dit pas, c'est parce qu'il n'y a pas de raison évidente. Et bref, je sais pas par où sont passés les échinodermes pour subir tout ça, mais ils ont dû en voir des choses cheloues pour en arriver là. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.